qui étudient le présent, qui pensent à l'avenir, mais également des personnes qui ont une information sur la créativité. Il s'agit d'un élément unique d'information, d'analyse et d'intérêt. Comme nous le disons, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, le monde multipolaire et son avenir, je pense, appartient à des personnes, et je pense qui a plus d'expérience que le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. Il a beaucoup abordé ce sujet. Non seulement il s'exprime souvent sur ce sujet, mais il en est l'un des architectes. Je peux ? Chers collègues, chers amis, très heureux d'être ici dans ce nouveau projet avec donc des gens éminents pour élaborer des recommandations qui aideront l'ensemble de nos citoyens qui réunit chaque peuple et chaque nationalité. Et à cet égard, la plateforme du Centre national de la Russie, créée à l'initiative du président Poutine, doit permettre une consolidation socio-économique, technologique, avec un accroissement du potentiel technologique, économique et culturel de notre pays pour permettre un meilleur développement et pour permettre un mouvement, une évolution de notre expérience, de nos idéaux, de nos traditions dans le dialogue avec les communautés qui j'espère, aujourd'hui sera fructueux. Au jour de l'unité de la Russie, le 4 novembre, nous avons il y a 12 ans, et pour notamment se souvenir de l'incendie de Moscou qui a libéré Moscou des Polonais. Donc il s'agissait de nous unir sur un objectif commun. L'objectif de notre symposium que M. Karaganov a présenté, le monde multipolaire, est présent dans de nombreuses discussions dans les cercles de discussion en Russie et à l'étranger. Au début des années 90, beaucoup pensaient qu'était arrivée la fin de l'histoire, l'unipolarité, la Pax Americana sous les ordres de Washington. Et c'est cette période qui a permis à Evgeny Primakov de formuler un consensus novateur sur le monde multipolaire. Avec des partenaires, nous avons pu signer des accords, les gens l'ont pris au sérieux et les idées de Primakov ont été partagées par nos amis chinois qui, en 1997, ont signé avec nous une déclaration commune sur un monde multipolaire et la formation d'un nouvel ordre international. C'était il y a 27 ans, c'était le premier document de l'histoire sur ce sujet. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les idées de Primakov font consensus et qu'il y a des changements avec des tendances objectives vers une nouvelle mondialisation de l'économie avec les pays du Sud, les pays de l'Est et la majorité mondiale. Les pays des BRICS, au niveau de leur PIB, si l'on en croit les résultats de 2024, eh bien, le PIB s'élève à 37%, soit plus que le G7 qui est à 30%.
du PIB mondial. Cette économie permet davantage de puissance et permet de renforcer notre souveraineté et les caps nationaux, les caps que nous avons choisis tant au niveau de la politique nationale que de la politique extérieure. Il s'agit également de démocratiser les relations internationales, car le monde multipolaire est de plus en plus solide et stable. Et cela se reflète y compris dans la politique pratique. Nous avons un certain nombre d'intérêts avec des organisations comme l'OCS ou les BRICS, ce qui a été exprimé au sommet de Kazan, avec l'ensemble des pays. Plus de 30 pays ont demandé soit à devenir membres, soit à avoir des relations particulières avec nous. Il s'agit de former un ordre mondial polycentrique, multilatéral et ouvert et bienveillant. Nous comprenons que l'Occident va de l'avant dans des événements historiques que nous connaissons, en développant le capitalisme et en créant son bien-être sur le dos de son passé colonial. Les États-Unis et ceux qui leur sont soumis en Occident mènent une guerre avec des documents doctrinaux où ils parlent de leurs menaces, de leur domination sur la Russie, sur la Chine et sur les pays qui ont une politique nationale indépendante. Après le début de l'opération spéciale en Ukraine, nous avons vu se mener une guerre hybride contre la Russie avec des sanctions agressives. Ces 10 dernières années, plus de 21 000 sanctions économiques, financières, commerciales, sur les médias, la justice, la culture, le sport et autres ont été mises en place. Ce sont les pratiques de l'Occident qui se développent contre les pays en développement en Afrique, en Asie et ailleurs. Et ils appauvrissent les États en utilisant leurs technologies de base et leurs sources d'énergie, les engrais, etc. Et la lutte agressive voit la destruction du travail, destruction qui se propage depuis les années 1990. Les capitales européennes s'appuient sur ces principes, ne connaissent pas les principes de respect de la propriété, de la libre concurrence et ce qui réclamait pendant des décennies le développement de l'humanité sont passés à maintenant la politique, à la punition de des politiques de leurs concurrents en utilisant la domination du dollar. Le résultat, c'est que les États-Unis ont mis en pièces le système de mondialisation et à cet égard, je rappellerai les paroles du président Poutine qu'il a prononcées lors du sommet de Kazan. Les BRICS se développent une plateforme alternative, un nouveau système interbancaire et de nouveaux systèmes de gestion. Les États-Unis utilisent le dollar, sauf que beaucoup de pays s'en émancipent. Et ce que la Chine, nous ne la connaissons pas. Lorsque le système économique ne fonctionne pas, l'Occident, avec les États-Unis, n'hésite pas à utiliser le chantage, la menace et ensuite l'emploi de la force. Après 2022, on a déclaré qu'on voulait infliger une défaite stratégique à la Russie.
Le système de Washington fonctionne depuis 1945, lorsque on a mené une opération de destruction de l'Union soviétique et de ses alliés. 1945, mai 1945. Aujourd'hui, les Anglo-Saxons pensent qu'ils vont vaincre notre pays avec l'aide du régime de Kiev et de son gouvernement néo-nazi et de la majorité des gouvernements d'Europe. Mais ils n'y arrivent pas et ils veulent que l'Europe entière se jette dans une opération suicidaire d'un conflit armé contre la Russie. Beaucoup de pays ne comprennent pas l'avenir du monde multipolaire et de la fin de l'hégémonie. L'Allemagne, avec la destruction du gazoduc, a ruiné son économie. Aujourd'hui, Berlin voit arriver des missiles allemands et le chancelier Scholz pense qu'il s'agit là d'une bonne idée. Ensuite, il y a les frappes de missiles à longue portée contre la Fédération de Russie. Mais cela va diminuer les chances d'un rôle de l'Occident dans le monde multipolaire. L'élite occidentale a fait de son mieux, mais l'Occident, et en particulier les Anglo-Saxons, mènent cette guerre. En juillet, au sommet de Washington, les pays de l'OTAN ont exprimé des volontés d'accroissement de l'alliance, non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais aussi dans l'espace asiatique, pour, soi-disant, défendre les territoires de leurs membres. Il s'agit là d'une alliance militaire en mer de Chine et à des distances incroyables de leur propre territoire. Les Américains sont en train d'installer des infrastructures dans le Pacifique sans même cacher leur volonté d'hégémonie sur la Corée, la Chine et la Russie sans tenir compte de la coopération de sécurité régionale dans la région qui consiste à défendre les intérêts mutuels par consensus. L'ASEAN est un système ouvert et mais il leur oppose les Quad, les AUKUS et d'autres alliances avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et d'autres membres des pays de l'ASEAN qui veulent tout simplement écarter la concurrence. Le renforcement de tous ces éléments s'appuie également sur les questions du Proche-Orient. Là encore, il y a des destructions en Irak, en Libye, en Afrique du Nord d'une manière générale. Les pays anglo-saxons font aussi la même chose au Yémen. L'ingérence américaine ne peut pas se justifier non plus en République arabe syrienne. Les Américains ont bloqué tous les mécanismes multilatéraux de coopération pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Le quartet, avec l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, a été détruit pour monopoliser les formats de négociation et pour envoyer de nouvelles propositions qui a abouti à l'effusion de sang qu'on connaît à Gaza et au Liban. Et tout ceci est une véritable catastrophe.
C'est pourquoi l'Occident sort des réalités. En un an, l'opération en Israël a vu la mort de plus de civils, de Libanais et de Palestiniens que lors de la guerre, plus de civils morts que de civils morts lors de la guerre civile en 10 ans de guerre civile en Ukraine. Les problèmes régionaux, pour les États-Unis, les problèmes régionaux ne servent qu'à une chose, c'est à préserver leur hégémonie. Et aujourd'hui, il y a des défis auxquels le monde est confronté qui exigent un effort en toute égalité, sans domination. La victoire dans les conflits armés, tout ceci doit se régler par des moyens juridiques. Il s'agit de s'adapter aux changements climatiques, aux questions de l'espace, aux questions épidémiques, de surmonter les questions socio-économiques dont dépend l'avenir de l'humanité. Parmi nos contacts diplomatiques à Kazan, nous pouvons tirer une conclusion. Il est clair que la confrontation et l'hégémonisme ne résout aucun problème. Le sud et l'est de la planète doivent prendre des décisions en fonction de leur spectre de la vie internationale. Le résultat de cette activité politique renforce les relations interétatiques en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que ce soit par l'ASEAN, par l'espace euro-asiatique, la CEI, l'Organisation de sécurité collective, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération dans le Golfe arabo-persique, avec des nouveaux projets. Pour ce qui est de l'Afrique, les membres de l'Union africaine ont permis un enrichissement, mais notamment avec un échange de biens à des coûts inférieurs, avec des pratiques néocoloniales, en s'écartant des pratiques néocoloniales de l'Occident. Un processus analogique a lieu en Amérique latine et bien sûr en Asie, beaucoup qui joue aujourd'hui un rôle moteur dans l'économie mondiale. Nous voulons mettre en place des liens horizontaux entre les systèmes d'intégration grâce aux BRICS qui, au niveau mondial, représentent, représentés par les États de base, chacun dans la région. Les BRICS peuvent servir d'éléments harmonisateurs pour la structure qui va permettre une coordination en douceur d'une intégration des pays du Sud et de l'Est. Notre vecteur, c'est la dédollarisation dont j'ai déjà parlé, la dédollarisation du système financier international. Je tiens à rappeler que les règlements financiers entre la Russie et d'autres pays s'est élevé à 90%, et avec les pays des BRICS, nous avons 65% de règlements en devise nationale, et ce chiffre augmente. La Russie continuera à jouer un rôle important dans ce processus, compte tenu de notre position de la 4e économie du monde selon les données du Fonds monétaire international et de notre position en tant que puissance financière. Nous allons créer de nouveaux plateformes de règlement. Cela a été commencé sous la présidence russe et cela va être continué par la présidence brésilienne en 2025. Certains experts, prédisent non seulement le renforcement du rôle de devise nationale, mais encore la création de certaines macro-régions avec leurs standards de régulation et avec des chaînes de valeur ajoutée, alors que les États-Unis
ont fragmenté le système international mondial. La confiance aux États-Unis se diminue et nous allons continuer à renforcer le rôle de plateformes telles que l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous allons renforcer nos relations avec d'autres structures sur le continent eurasiatique et sur d'autres continents. Nous allons ouvrir de nouveaux horizons de coopération mutuellement avantageuses pour tous les acteurs du marché. Nous allons promouvoir le concept d'un grand partenariat eurasiatique et cela permettra de créer une base pour mettre en œuvre une autre initiative du président Poutine, celle de créer en Eurasie une architecture de sécurité commune indivisible, une architecture qui soit ouverte à tous les États et à toutes les organisations de notre continent qui sont prêts à rechercher des points communs. Et à ce sujet, nous avons consacré une conférence internationale qui s'est tenue il y a quelques jours à Minsk avec la participation de plusieurs pays européens, de plusieurs organisations européennes et notamment d'autres continents. Nous voulons que les parties du continent africain, qui est riche en ressources naturelles, déterminent eux-mêmes de leur sort sans aucune ingérence étrangère. Nous voulons qu'ils résolvent leurs problèmes pour qu'ils contribuent à la création d'un monde multipolaire. Je tiens à souligner encore une fois que nous ne renonçons pas à un dialogue avec l'Occident, mais nous avons tiré des conclusions du fait que nos partenaires occidentaux ont renoncé soudain à tous leurs engagements, au fait qu'ils ont sapé la confiance en occidentaux. Si jamais les Occidentaux sont prêts à créer et construire des relations sur la base du respect d'intérêts communs, nous allons traiter leurs propositions en fonction de nos intérêts communs, de nos intérêts nationaux. En juillet, sous la houlette de la présidence russe, au Conseil de sécurité de l'ONU, se sont tenus des débats ouverts consacrés au principe de la coexistence des pays dans un monde multipolaire. Nous avons proposé une série de mesures visant à rétablir la confiance et à stabiliser la situation internationale. Nous allons continuer ce dialogue au sein d'autres plateformes internationales, notamment cette année, ce mois, à Rio de Janeiro. Nous allons promouvoir cela lors du sommet du G20. Pour le moment, les négociations ne se déroulent pas bien. L'Occident, il essaye de tirer des avantages de sa propre position. Malheureusement, il essaye de privatiser les secrétariats d'organisations internationales. Cela est manifeste dans l'organisation dans l'OSCE et cela est manifeste dans les travaux du secrétariat des Nations Unies où, parce qu'il y a des critères inefficaces de la création du secrétariat, où il y a une présence excessive des pays occidentaux. Et malheureusement, les dirigeants de l'OSCE et les dirigeants du secrétariat des Nations Unies, ils commencent à respecter les intérêts des pays occidentaux. Il y a longtemps, j'ai lu un message dans l'agence RIA Novosti. Là, il a été publié une déclaration du secrétaire général de l'ONU lors d'un point de presse. Il a répondu à la question concernant les projets de la Russie et de la Corée du Nord sur le plan militaire. Et alors, le secrétaire général, il a répondu que tout cela était un sujet d'une grande inquiétude du secrétaire général parce que cela entraîne l'internationalisation du conflit ukrainien et donc le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé fermement
pour le règlement du conflit ukrainien, conformément à aux résolutions de l'Assemblée générale et à la Charte des Nations unies. J'ai 2 commentaires à faire à ce sujet. En ce qui concerne l'internationalisation du conflit ukrainien, le secrétaire général s'en est souvenu 2 ans après que l'Occident a préparé l'Ukraine pour la guerre. Cela a été fait sur le terrain et nous avons déjà présenté beaucoup de faits concrets en la matière, mais là, il y a 2 ans, le secrétariat des Nations Unies ne se souciait pas de l'internalisation des États-Unis. Nous voulons bien sûr respecter la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, et je tiens à rappeler à cet égard que l'Occident, il réclame de restaurer les frontières ukrainiennes de 1991 et en ce faisant, il évoque les principes de la Charte des Nations Unies, notamment le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il évoque l'Assemblée générale, la résolution de l'Assemblée générale qui a été adoptée en respectant les appels ukrainiens à rétablir l'intégrité territoriale. Et donc, dans la Charte des Nations Unies, il y a une telle provision, il y a... mais en fait, ce n'est qu'une partie de la vérité. Parce que dans la Charte des Nations Unies, avant de parler de l'intégrité territoriale, on reconnaît le droit des États à l'autodétermination. Et cela a abouti au processus justement de la décolonisation dans le monde. Cela a été fait grâce à ce droit d'autodétermination. Et la résolution des Nations Unies, bien avant le conflit ukrainien, les résolutions de 1970 stipulait que les pays devraient baser leurs relations sur la Charte des Nations Unies. Et là, il a été écrit que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale des pays qui exercent le droit à l'autodétermination. Mais il a été écrit que le gouvernement de ces pays doit représenter l'intégralité et l'ensemble de la population de ce territoire. Et après le début de l'opération militaire spéciale, un tiers des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas respecté cette résolution. Et alors, les putschistes qui ont violé ce principe des Nations Unies et qui ont mené un coup d'État en Ukraine et qui ont pris le pouvoir, ils se sont fixés l'objectif d'éliminer tout ce qui est lié à la langue russe en Ukraine. Et en Crimée, ils voulaient même prendre d'assaut le Parlement en Crimée. Et ce gouvernement ukrainien, est-ce qu'il représente la population du Donbass et de la Crimée? Et alors, le secrétaire général, il doit parler plus précisément du droit international, et donc il faut lire la Charte des Nations Unies totalement. Et non seulement une partie de cette Charte des Nations Unies qu'ils veulent utiliser. Parce que parfois l'Occident, et le président russe en a parlé plusieurs fois. Lorsqu'un pays il veut devenir indépendant, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation du centre régional de ce pays. Et donc, il s'agit de l'article 1er de la Charte des Nations Unies. On ne peut pas manquer cet article. Et là, il est écrit que tout le monde doit respecter les droits de tout citoyen, de tout homme, quelle que soit sa religion, sa race et sa langue. C'est la Charte des Nations Unies également.
Et donc, le secrétaire général des Nations Unies, voilà, il devait parler ainsi du conflit ukrainien. Et M. Guterres n'a rien dit sur l'élimination officielle de la langue russe dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias et dans la vie quotidienne en Ukraine. Et je n'ai entendu aucune déclaration concernant la loi adoptée récemment sur l'élimination de l'Église orthodoxe ukrainienne. Et c'est bien sûr la religion et elle doit être respectée selon la Charte des Nations Unies. Et le secrétaire général, il doit être le plus rigoureux en ce qui concerne le respect de la Charte des Nations Unies. Et parfois on demande qu'est-ce qui servira de base de la multipolarité. Vous savez, il n'y a pas de nouveaux principes. Tous les principes sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Le problème est que ces principes n'ont jamais été respectés par nos partenaires occidentaux. Et premièrement, il s'agit du principe clé que l'ONU est basée sur l'égalité souveraine de tous les États. Et donc, regardez l'histoire de différents conflits après la création des Nations Unies, et dans chaque conflit, les pays occidentaux, les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais respecté le principe de l'égalité souveraine des États. Ils n'ont jamais respecté d'autres parties de ce conflit. Et alors, nous considérons comme un grand succès le fait que lors du sommet des BRICS à Kazan, dans la déclaration qui a été adoptée à l'unanimité, il est écrit, et notamment en ce qui concerne le conflit ukrainien, il est écrit qu'il est nécessaire de respecter les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies dans leur ensemble et dans leur interconnexion. Aujourd'hui, dans l'époque de grands changements, nous sommes intéressés à ce que les futurologues, à ce que les hommes politiques tentent de contribuer à la promotion des processus que nous observons aujourd'hui et tentent de contribuer à la création de nouvelles formes de vie internationale qui correspondent aux réalités et qui, à mon avis, devraient se baser sur les principes de la Charte des Nations Unies. Si ces principes de la Charte des Nations Unies ne sont pas respectés, ce n'est pas parce que ces principes ne sont pas justes. Ils sont justes et c'est pourquoi l'Occident ne veut pas respecter ces principes. La justice, ce n'est pas une caractéristique du système que l'Occident a créé. Et c'est justement un système que l'Occident veut garder malgré les tendances actuelles. Et nous considérons que dans notre travaux, il est important d'analyser la situation, mais d'ailleurs, il faut être courageux. Il faut être partisan de ce monde, de l'avenir dont vous parlez aujourd'hui. Et la Russie va exercer, va essayer de parvenir à cet objectif en utilisant notre expérience. Et donc notre expérience devrait donner un nouvel élan à la communauté internationale. S'il y a une telle activité qui est toujours manifeste dans des époques difficiles, j'espère que la Russie et les diplomates russes seront vos alliés les plus fiables. Et pour conclure, je tiens à dire que votre colloque est considéré comme fantastique et scientifique. Pour ce qui est le caractère scientifique, il y a beaucoup de scientifiques ici. En ce qui concerne le caractère fantastique, je pense que les discussions qui auront lieu aujourd'hui seront une base pour la création d'un meilleur monde. Et je vous propose de réfléchir
à ce comment l'Occident va revenir à l'esprit et à ce comment, et ce quand en Occident, on comprendra que ces démarches néocoloniales nuisent à l'Occident et que l'arrogance occidentale nuise à sa réputation. Joseph Borrell a dit que l'Europe c'était un jardin, ou Blinken, il a dit que tout le monde qui ne sont pas à la table de négociation seront au menu, sont à l'agenda. Et alors, je vous invite à réfléchir ce que les pays de la majorité globale doivent faire pour parvenir à un meilleur monde. Je vous remercie. Monsieur Lavrov, je vous remercie. Vous avez bien parlé, il s'agit d'un discours très intéressant. Et ensuite, nous allons parler justement de ce que vous avez évoqué. Malheureusement, d'habitude, le camp occidental, il comprend tout cela lorsqu'il voit qu'il n'y a pas d'autre issue. Et là, il nous faut de la fantaisie. Le monde multipolaire comme avenir stable. Lavrov affirme que le monde est en transition vers un ordre multipolaire, rejetant le modèle unipolaire dominé par les États-Unis et leurs alliés. Il souligne que ce changement est renforcé par l'émergence de nouvelles puissances économiques, notamment les BRIC, qui représentent maintenant une part plus importante du PIB mondial que le G7. Rôle de la Russie dans l'ordre multipolaire. La Russie se positionne comme un des architectes de ce nouvel ordre, souhaitant jouer un rôle central dans la création d'un système international fondé sur des relations équilibrées et multilatérales, en coopération avec des organisations comme l'OCS et les BRIC. Critique des politiques occidentales, Lavrov critique les pays occidentaux, particulièrement les États-Unis, pour leur approche de domination économique et militaire, y compris leur recours au dollar comme instrument d'influence. Il accuse également l'Occident d'utiliser des sanctions massives contre la Russie et d'autres pays indépendants comme moyen de coercition. Sanctions contre la Russie et résilience économique, il évoque les effets des sanctions imposées à la Russie depuis le début de l'opération en Ukraine. Malgré les sanctions économiques, la Russie se concentre sur le renforcement de son autonomie financière, notamment par la dédollarisation de ses transactions internationales et l'utilisation accrue des monnaies nationales dans ses échanges avec les pays des BRIC. Critique des interventions militaires occidentales, Lavrov dénonce les ingérences militaires des États-Unis et de leurs alliés dans des régions comme le Moyen-Orient, Irak, Libye, Syrie, et leur impact destructeur. Il critique également le soutien de l'OTAN à l'Ukraine, qu'il perçoit comme une tentative de confrontation directe avec la Russie. Appel à un ordre fondé sur la Charte des Nations Unies, il rappelle que la Russie défend un monde basé sur les principes de la Charte des Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des États. Il accuse l'Occident de ne pas respecter ces principes et appelle à une application pleine et entière de la Charte pour garantir la stabilité internationale. Relations internationales et intégration Sud-Sud, Lavrov souligne l'importance de renforcer les liens entre les pays du Sud et de l'Est pour contrer l'influence occidentale. Les BRIC et d'autres initiatives multilatérales permettent de développer une économie décentralisée et de réduire la dépendance aux institutions dominées par l'Occident. Émancipation des régions face à l'influence occidentale, la Russie soutient que les régions comme l'Afrique et l'Asie doivent déterminer leur propre avenir sans interférence extérieure, en s'émancipant des pratiques néocoloniales. Elle prône un dialogue international équitable et le respect des décisions souveraines de chaque État. Dialogue avec l'Occident,
Lavrov insiste sur le fait que la Russie est ouverte à un dialogue avec l'Occident, mais uniquement sur la base du respect mutuel et des intérêts communs. Il reproche aux partenaires occidentaux d'avoir rompu leur confiance et sape la coopération internationale. Question de la souveraineté et de l'autodétermination, Lavrov défend le droit des peuples à l'autodétermination, en faisant référence au principe de la Charte des Nations Unies. Il critique l'Occident pour son interprétation sélective de ces principes et défend le droit des régions séparatistes pro-russes, comme le Donbass, à choisir leur propre voie. En conclusion, Lavrov invite à une réflexion sur la fin de l'hégémonie occidentale et à la construction d'un monde multipolaire. Il appelle les pays du Sud à renforcer leurs liens et à promouvoir un nouvel ordre international fondé sur l'égalité, tout en critiquant les actions unilatérales et néocoloniales de l'Occident.